Bonjour à tous. Non, vous applaudirez après si c'est bien. Donc je m'appelle Mathieu Morcret, alors j'ai deux casquettes, je suis directeur de recherche CNRS et je suis alors ce qu'on appelle en anglais, un mauvais anglais, CTO, ce qui veut dire responsable technique, responsable de la R&D de l'entreprise qui s'appelle Tiamat, qui est une entreprise qui développe des batteries sodium-ion. Et je vais vous raconter aussi un petit peu l'histoire de la jeunesse de cette technologie et là où on en est aujourd'hui. Alors il y a deux... J'espère que... OK. Alors c'est un transparent que Patrice Simon a déjà présenté, mais Tiamat est issu de la recherche menée dans le réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie, RS2E, sous l'impulsion de Jean-Marie Tarascon et avec le soutien du ministère de la Recherche et du CNRS. Et comme il l'a dit, regroupe des laboratoires de recherche, des industriels et des centres techniques. Et l'objectif du RS2E, un peu important, c'est de résoudre les problèmes scientifiques et techniques dans le domaine des batteries et des supercondensateurs, de développer l'expertise française, en particulier avec les étudiants. Donc on forme énormément de doctorants, de post-doctorants pour finalement monter en compétences et aider les industries du domaine. Et puis quelque chose, alors on a des chercheurs qui sont très très bons en France. En revanche, pour faire le transfert de la recherche à l'industrie, on était plutôt mauvais, on va dire, en tout cas pas très bon. Et l'objectif du RS2E, c'était d'accélérer le passage de la recherche à l'industrie grâce finalement à ce réseau maillé entre les laboratoires de recherche, les centres techniques et les industriels. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et un exemple, je dirais, remarquable de cette synergie, parce qu'on travaille sur toutes les technologies de batterie dans ce réseau, c'est l'exemple du sodium-ion. Alors pourquoi le sodium-ion? Pourquoi on s'est intéressé au sodium-ion? Alors on s'est intéressé très tôt au sodium-ion parce qu'il y avait un certain nombre de questions autour de la disponibilité de la ressource en lithium. Alors on n'est pas des géologues. En revanche, on doit répondre aux questions des alternatives et on s'est posé la question de savoir s'il y avait un intérêt de faire des batteries sodium-ion par rapport au lithium-ion. Et donc, on s'est mis tous ensemble autour de ce projet, autour de cette question. Il y avait aussi des questions de développement, de disponibilité de la ressource. Et puis, le sodium, on va dire, c'est moins cher que le lithium. Alors, c'est très simpliste, bien sûr, parce que le lithium n'est qu'une seule partie de ce qu'il y a dans une batterie. Il y a encore plein d'autres composants et c'est vraiment réducteur de réduire le coût des batteries sodium-ion au sodium. Mais il y avait une question aussi de savoir est-ce que c'est quelque chose qui ne serait pas moins coûteux que le lithium-ion. Alors comment on fait pour améliorer le passage de la recherche à l'application? C'est un vœu assez pieux. Néanmoins, on s'est aussi donné les moyens de le faire et c'est ce qui se passe dans ce laboratoire de recherche auquel j'appartiens, qui est un laboratoire qui est situé à Amiens. Et dans le cadre du RS2E, on a construit 5500 m² de nouveaux laboratoires pour accueillir les chercheurs qui étaient dedans. Il y avait beaucoup de chercheurs déjà, mais surtout pour accueillir ce qu'on appelait les plateformes de pré-transfert. C'est bien d'avoir une idée, mais ensuite il faut faire suffisamment de matériaux pour intéresser des chimistes à aller finalement à l'échelle d'après. Et donc on a des fours un peu plus gros qu'on trouve dans les laboratoires de recherche pour faire 500 grammes, 1 kg de matière. Et puis ensuite, on a mis ce qu'on appelle une petite ligne pilote, qui est floue, mais qui n'est pas floue sur mes slides, il faut vous confirmer, et qui permet de fabriquer, donc on a de la poudre, on fabrique une encre, ensuite on fabrique des électrodes, ensuite on les bobine, et ensuite on fabrique dans ce laboratoire, dans cette ligne pilote que je coordonne aussi, des batteries 1850. Donc c'est le format le plus petit qui permet de mettre le moins de matière possible, mais qui est le plus représentatif de l'application. C'est-à-dire qu'on trouve ça dans des vélos, on trouve ça dans les... alors, pas les cigarettes, enfin, dans les cigarettes, mais c'est pas un bon exemple, mais on va prendre les vélos. Et l'idée, c'était bien ça, c'était une bonne idée. En fait, est-ce qu'on peut la mettre dans une vraie batterie et se dire quelles sont les propriétés additives ou complémentaires, sécurité, densité d'énergie, puissance, dans des objets représentatifs. Donc ici, c'est situé à Amiens. Alors ça, c'est pour le contexte.
Alors maintenant, si on va sur les batteries sodium-ion, maintenant allons un peu plus dans la chimie. Alors ça fonctionne comme une batterie lithium-ion, d'accord. Ce qui est aussi très important, c'est que on souhaitait utiliser les mêmes équipements que le lithium-ion. C'est-à-dire que ce n'est pas une technologie qu'il faut réinventer toutes les machines pour fabriquer des batteries. Donc on est agnostique finalement enfin, on peut utiliser des usines qui existent déjà, qui fabriquent des batteries. Donc ça, c'est important. Et puis après, ce qui diffère d'une batterie lithium-ion, c'est les matériaux qu'on a à l'intérieur. Alors si je vais de l'électrode négative à l'électrode positive, c'est le plus simple. À l'électrode négative, on ne peut pas utiliser du graphite parce que le graphite n'intercale pas de sodium. Donc en fait, on utilise du carbone aussi, néanmoins, qui est un carbone qu'on appelle dur. Dur parce qu'il est désorganisé, mais aussi parce qu'il est dur. Et en fait, il y a quelques questions autour de essayer de minimiser la porosité d'une électrode avec du hard carbone, parce qu'en fait, on peut difficilement la compacter. Donc voilà, il est dur et il pose des challenges. Ça baigne dans un électrolyte liquide. Alors Patrice n'en a pas beaucoup parlé, mais la composition de l'électrolyte liquide, elle est clé dans les batteries lithium-ion, hein, parce qu'en fait, faut qu'on stabilise les interfaces entre les matériaux et l'électrolyte, et c'est ça qui cause la plupart des dégradations des batteries, avec la température, voilà, des choses comme ça, de la dissolution de matière active. Donc l'électrolyte liquide est essentiel, et dedans, il y a toute une science des additifs. Voilà. Et pour le sodium-ion, il y a des additifs particuliers pour stabiliser les interfaces entre les matériaux et l'électrolyte liquide. Et puis après, on a la même zoologie, la même difficulté. C'est qu'il faut définir les batteries sodium-ion, il faut définir la chimie qui est à l'intérieur des batteries lithium-ion, ce qu'a fait Patrice très bien entre les LFP et les LMC. On a la même description à faire pour le sodium-ion. Vous trouverez des batteries sodium-ion avec des bleus de Prusse, donc, qui sont du bleu de Prusse blanc, donc on appelle des Prussian Whites, voilà, parce que c'est ceux qui sont les plus performants. Tiamat ne s'intéresse pas à ces matériaux-là pour des questions auxquelles on pourra revenir, mais en termes de densité d'énergie, on pense que c'est un peu trop faible. Et puis ensuite, on a deux matériaux qui sont à peu près on a deux matériaux intéressants. On a les matériaux qu'on appelle polyanioniques, c'est le fameux LFP. Donc on a nos sodium polyanioniques. Alors on trouve des polyanioniques à base de fer. La technologie Tiamat est basée sur un fluorophosphate de vanadium qu'on appelle Na3V2PO4 F3. C'est un peu compliqué, mais c'est cette composition-là qui va donner les propriétés particulières que je vous présenterai par ailleurs. Et puis, alors ça va donner une technologie, le résultat de ce NVPF avec du hard carbone va donner ces fameuses batteries de puissance dont je vous présenterai les propriétés par la suite, mais n'ira pas dans la mobilité. On n'est pas capable de faire des densités d'énergie suffisantes pour adresser la mobilité. Donc on va adresser des marchés de niche, et comme dit Hervé Boeuf à chaque fois, des marchés de niche avec un gros chien, qui permet d'envisager l'avenir. Et par ailleurs, on développe aussi, et là en concurrence avec beaucoup d'autres grands acteurs, type CATL, etc., des matériaux d'oxyde lamellaire. Là, ici, on est plutôt à des densités d'énergie plus élevées, beaucoup de concurrence, mais aussi quelques challenges que je ne présenterai pas. Je vais me concentrer essentiellement sur la partie NVPF. Je dirai un mot des matériaux lamellaires après sur les marchés. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc, là, ce qu'on appelle notre génération 1, donc NVPF avec un degré de maturité très élevé, hein, donc presque sur le marché. Il l'est un peu, mais à grande échelle bientôt. Et puis notre génération 2 qui ne remplacera pas la génération 1, c'est une autre technologie autour des matériaux lamellaires. Alors ça a commencé, cette histoire, en 2012. Donc vous voyez, pour faire sortir une nouvelle technologie, hein, il faut énormément de temps. Il faut laisser le temps aux choses de se faire.
par une thèse entre Jean-Marie et Rosa dans le cadre d'Alistor, et puis un certain nombre d'acteurs académiques qu'il faut ici citer, remercier. Enfin, vous voyez, le CEA a beaucoup travaillé sur la technologie sodium-ion dès le départ, et nous a en particulier aidé à faire notre première batterie 1850, parce qu'on n'avait pas encore les outils en 2012 à Amiens, et puis ils avaient aussi ces connaissances-là. Et ce que je présente sur ce slide, hein, c'est sur le graphe de gauche, donc c'est la tenue en capacité, donc, et en fonction du nombre de cycles, d'accord, c'est le nombre de charges-décharges qu'on peut faire. Et à droite, alors c'est plus compliqué pour les non-spécialistes, hein, on a la capacité de la batterie en fonction de la vitesse de charge. Donc, si je prends l'exemple de 10C, ça veut dire qu'en fait, on charge la batterie en 6 minutes. Et vous voyez que si on prend le point vert à 10C, on voit qu'on arrive à charger 80% de la capacité de la cellule en 6 minutes. D'accord ? Donc on avait ici dans nos mains, en 2013, d'accord, une batterie qui se charge très vite et qui fait énormément de cycles. D'accord ? Et on s'est dit, bah, ça peut adresser des applications de puissance. Alors vous allez me dire, mais vous êtes dans un réseau, vous avez des industriels, pourquoi est-ce que vous n'avez pas collaboré avec des industriels de la batterie, il en existe, pour finalement valoriser vos travaux de recherche? C'est ce qu'on fait généralement au CNRS. Et en fait, comme on n'adressait pas les problématiques de la mobilité, on nous a répondu que en fait, ça ne les intéressait pas. Et donc avec nos collègues Patrice, Jean-Marie, Laurence et Christian, on s'est dit, nous on y croit, et du coup on a créé l'entreprise Tiamat. Donc voilà, on l'a créé en 2017, et puis on a eu aussi un premier round d'investissement en 2018 qui nous ont mis le pied à l'étrier, qu'on a commencé à aller un peu plus loin dans les TRL. Et puis en 2020, enfin voilà, on a fait nos premières 1850, les premiers proof de concept où il y a une trottinette. Bon, on a fait démarrer un camion devant Emmanuel Macron, ça ne servait pas à grand-chose, mais ça montrait que ça existait, quoi. Et puis on a voulu faire une ligne pilote. Bah oui, si on va adresser des marchés un peu plus gros, il faut faire des plus grosses batteries en plus grande quantité. Et là, comme on n'adressait pas les problématiques de mobilité, on nous a répondu, non, en fait, on n'a pas trouvé les financements pour faire une ligne pilote. Néanmoins, il fallait avancer ou alors arrêter. Donc on a eu l'idée de se dire, en fait, on va faire les batteries en sous-traitance. Donc on va trouver un fabricant de batteries qui va nous aider à fabriquer ces batteries de plus grande dimension. Et là, en Europe, malheureusement, on n'a trouvé personne. Et ça, c'est un peu, voilà, c'est l'histoire. Et c'est l'histoire que si on ne l'avait pas fait, on n'était pas là. Et donc, on est allé en Asie. Et donc, aujourd'hui, on sous-traite la fabrication de nos batteries en Chine. Alors, c'est la sous-traitance, donc on garde la propriété de ce qu'on fait. Et puis, la Chine, c'est quand même un pays où ils maîtrisent la fabrication des batteries. Donc, ils ont tout le savoir-faire pour fabriquer des batteries de qualité. Et donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'en 2023, d'accord, où finalement les batteries étaient suffisamment performantes, pour intéresser. Excusez-moi, en 2023, il y a eu aussi quelque chose qui était extraordinaire, c'est qu'on a commercialisé. Tiamat est la première entreprise mondiale à avoir commercialisé pour la première fois du sodium-ion. Alors, il y a les Chinois qui fabriquent du sodium-ion, mais c'est des contrats d'État. D'accord ? Nous, on a eu un premier contrat avec ADO pour faire les premières visseuses, donc 2000 visseuses, qui ont été fabriquées dans mon laboratoire d'ailleurs. Je ne sais pas si vous en avez acheté, moi j'en ai acheté à peu près une dizaine. Il y en avait 2000, je n'ai pas tout acheté. Et donc ça, c'était quand même un gros résultat important. Et puis du coup, on a réussi à intéresser des gens qui étaient un peu plus sérieux, enfin pas plus sérieux, mais des industriels. Voilà, c'est ça, on veut industrialiser de la technologie. Des Arkema, qui est là, il y avait Stellantis, qui n'est pas non plus quelqu'un inconnu, et puis MBDA pour des applications de puissance dans l'armée. Mais ça ne suffit pas parce que l'objectif, ce n'est pas de rester en Chine, faire de la sous-traitance, ça coûte trop cher en fait, ce n'est pas viable. C'est de ramener, de finaliser, de trouver suffisamment de clients pour cette technologie pour la fabriquer en Europe. Et donc pour ça, il faut des capitaux.
Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous dire que le 10 juin, donc c'était il y a 8 jours, 9 jours, voilà, on a finalisé notre tour de table et on a signé la fin avec un Américain autour des batteries pour les data centers. Je vous présenterai ça après. Et donc voilà, on est en route pour fabriquer, alors peut-être pas tout de suite les 5 gigawattheures, voilà, mais plutôt des mégawattheures au départ, mais enfin, donc, pour industrialiser cette technologie. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, si on revient un petit peu sur qu'est-ce qu'on a fait finalement entre 2017 et 2023, hein, ben, vous voyez, en 2017, ça c'était la densité d'énergie qu'on avait, donc 55 Wh par kilo. C'est comme ça que Tiamat a récupéré la technologie CNRS. Et en 2019, on est au jour de 110 Wh par kilo. Il y a Syensqo qui nous a beaucoup aidé sur la matière active, Valérie qui est là. Finalement, il y a eu beaucoup de travail sur le design de la cellule. Alors ça, c'est les éléments qu'on fabrique. À droite, c'est les petits 1850 qui vont dans les outils portatifs, et à gauche, c'est ce qui va aller plutôt dans des gros systèmes. Juste, qu'est-ce qu'on a fait pendant les 17 ans? Donc on a optimisé la chimie. On a appris notre métier de fabricant de batteries, parce qu'on ne sait pas fabriquer des batteries en France, donc il fallait apprendre à le faire. Hein. Je regarde l'heure. Donc on a fait quelques preuves de concept, on a fait quelques POC, on appelle ça, c'est-à-dire des petits éléments représentatifs pour un certain nombre de potentiels clients. Ça prend énormément de temps, hein, finalement, de passer du petit objet démonstrateur à le contrat qui dit vous avez, on vous commande je ne sais pas combien de batteries, quoi. On a sélectionné nos carbones durs. Hein, en fait, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la supply chain, sur les fournisseurs. Alors, les fournisseurs de hard carbone qui sont aujourd'hui, qui existent beaucoup partout dans le monde, parce que le hard carbone est un peu utilisé aussi dans le lithium, d'accord. Mais donc, il y a énormément de différents hard carbone. Il faut choisir le meilleur par rapport à notre application. On a travaillé sur l'optimisation d'électrolytes. Et puis, le plus grand challenge, hein, c'était la matière positive, parce que le Na3, V2, PO4 2 fois F3, il n'existait pas sur le marché. Donc, il a fallu, avec aussi Syensqo, hein, enfin, avec Syensqo, de monter de 1 kg à, voilà, aujourd'hui, on produit quelques tonnes, enfin, on consomme des tonnes par mois. Donc, pas tout à fait. En tout cas, on essaye. Donc ça, c'est un travail qui est hyper dur, hein, parce qu'il faut aussi réussir à faire ces batteries. C'est pas évident. Voilà. Juste un petit mot sur l'électrolyte, hein, c'est vraiment clé. Hein. Cette partie électrolyte, c'est ce qui fait la durée de vie de la cellule. Il ne faut pas que ça crée des couches trop épaisses, parce que sinon on n'a pas de puissance. Donc, mais en revanche, les sels de sodium qu'on va déposer à la surface des électrodes positives et négatives, ils sont plus solubles au sodium qu'en lithium. Donc il faut que la couche de passivation soit encore plus solide, encore plus travaillée que sur le lithium-ion. C'est aussi très important. Alors ça donne quoi à la fin? Ça donne, voilà où on en est, donc sur les petites batteries 1850. Hein. C'est des charges et des charges, alors parce que des cycles, vous pouvez en voir, on peut vous présenter plein de cycles, mais un cycle, ça peut être aussi très petite, sur une très petite gamme de charges et de décharges. Donc là, en fait, on charge en entier, on décharge en entier. Et vous voyez qu'on a fait plus de 8000 cycles, avec moins de 80% de perte de capacité. La résistance aussi n'augmente pas, c'est-à-dire qu'on a, même à la fin même si on a perdu à la fin des 10 000 cycles, on a perdu un peu de capacité. En fait, le système est toujours un système de puissance et continue à délivrer ce qu'il doit délivrer. Et puis, ce qui est difficile sur les batteries, hein, c'est la température, parce qu'on va favoriser tous les mécanismes de dégradation en température. Il ne faut pas laisser son téléphone sous son pare-brise en plein été. Enfin, voilà, c'est des choses que peut-être vous êtes habitués. Du coup, il fallait aussi tester ça en température. Et vous voyez qu'on fait plus de 2500 cycles à 55 degrés. C'est aussi un très beau résultat. Alors, généralement, ceux qui s'intéressent vraiment aux batteries disent « Oui, mais alors, et au calendaire, est-ce que ça tient au calendaire? Est-ce que vraiment ça tient ?» Eh bien oui, ça tient. Si on laisse la batterie pendant 15 mois, alors du coup, on n'a pas fait jusqu'au bout, hein, en température, en fait, la batterie ne se détériore pas. Donc, on a ici à faire une chimie de densité d'énergie limitée, d'accord, de puissance,
mais en revanche très très stable, et qu'on essaie de monter en cadence pour ensuite fabriquer à très grande échelle. Alors et puis le dernier avantage, hein, et ça on l'a vérifié, ça ce sont des batteries qui font 15 ampères-heure, mais on vient de le vérifier sur des batteries 38 ampères-heure, donc grosses. Si en fait on fait un emballement thermique de cette cellule, la température maximum que la cellule atteint, donc si on chauffe la batterie jusqu'à ce qu'elle fasse son emballement thermique, la température de la cellule n'excède pas 200 degrés. Et ça, en fait, c'est hyper important parce que si on fait un pack, et si j'ai un problème sur une cellule, ça peut arriver, tout le monde on est faillible, en fait, il ne va pas y avoir de propagation de l'emballement thermique d'une cellule à une autre. Et donc, quand on fait des gros systèmes, par exemple, à côté de choses très très chères comme un data center, le fait de se dire que mon système de soutien électrique ne va pas prendre feu et ne va pas mettre feu à des ordinateurs qui coûtent encore plus cher, c'est un avantage sérieux. On peut parler aussi, par exemple, de systèmes de batterie qui seraient mis par exemple dans le public, sur la voie publique, où je ne sais pas, il peut y avoir des gens avec des matraques qui essayent de casser des trucs. Je ne sais pas, ça peut exister à Paris, par exemple. Et bien, ça ne prend pas feu non plus. Donc ça, c'est aussi une propriété particulière. Amiens, ça peut arriver aussi. Hein. Là, il n'y a pas que Paris. Voilà, donc pour avoir le gros... Patrice l'a montré, hein, donc densité d'énergie moyenne, très très forte puissance, sécurité accrue, très grande durée de vie, et puis aussi à haute température. Pour quel marché? Voilà, ça c'est intéressant aussi. En fait, notre principal concurrent, ce sont les batteries nickel-cadmium aujourd'hui, et leur remplaçant lithium, hein, c'est la technologie qu'on appelle LTO, qui est un remplaçant du graphite, d'accord. Et ça adresse des marchés comme des marchés par exemple, tout ce qui est autour de l'hydrogène. Alors, on pourra poser des questions sur l'hydrogène, mais l'hydrogène n'a pas de puissance, donc il faut une batterie de secours pour le faire. Tout ce qui est petits engins électriques, type AGV, enfin voilà, des petits robots, hein, qui transportent des choses dans la logistique. Et puis il y a deux marchés qu'on adresse vraiment fortement aujourd'hui, c'est l'outillage portatif, comme j'ai dit. Le stockage stationnaire, je vous présenterai dans quel système, parce qu'il y a plein de systèmes de stockage stationnaire. Hein. On ne va pas stocker l'énergie du photovoltaïque, on va faire autre chose. Et puis on a potentiellement aussi la capacité de remplacer les batteries au plomb, ce qui n'est pas un petit marché, je dois dire. Alors, voilà la petite visseuse, hein, c'est ça. Alors ça, on en a fait 2000, ça c'était pour jouer. Au mois de septembre, on a fabriqué déjà les cellules, hein, au mois de septembre, le 15 septembre normalement. Donc tous les visseuses de la marque ADO que vous trouverez en France, en Espagne et en Italie, donc de la marque Dexter, hein, seront avec des batteries Tiamat à l'intérieur. Et à partir du mois de janvier, c'est tous les systèmes électriques, tous les systèmes tous les power tools, tous les outils portatifs de Dexter seront équipés de batteries Tiamat sodium. Donc ça, c'est quand même un résultat voilà, on est assez fiers de ça. Merci. Donc ça, c'est grâce aussi à nos partenaires chinois. Hein. Donc on en a deux qui nous permettent de faire soit des cylindriques, soit des prismatiques. Je ne vous raconterai pas ma vie en Chine. Mais néanmoins, bon, les prismatiques, elles ont des performances qui sont assez impressionnantes. Alors ici, je vous présente, et c'est ce qui a amené en fait à la décision qui a été annoncée le 10 juin. Hein. Ça, c'est les performances des cellules qui ont été faites il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. Donc en fait, on fait des charges à 20 C. 20 C, c'est du coup, c'est 3 minutes. Le lithium-ion, à ces densités de courant-là, en fait, on fait du lithium plétique, on fait du dépôt de lithium. Et donc, la durée de vie de ces batteries lithium-ion classiques, même si on diminue les épaisseurs, etc., en fait, on va faire du lithium plating. Et donc, ça tient 400 cycles, enfin voilà, ça chute énormément. Et ben, ici, vous avez donc sur ces cellules 38 ampères-heure, hein, vous avez une charge totale et une décharge totale. Et vous voyez qu'on est à 800 cycles, bah, c'est des résultats qui sont encore récents, sans avoir trop de perte de capacité. Et on a vérifié qu'on n'avait pas de sodium plating aussi. Et puis alors ça, c'est aussi assez rigolo.
C'est aussi des résultats récents. Ça, à gauche, donc on charge la batterie, puis on la décharge à basse température. D'accord ? À gauche, c'est -20, et à droite, c'est -30. Donc ça, c'est en termes de diffusion du lithium, du sodium, pardon, c'est quand même rude. Donc là, l'idée, c'est de se dire, c'est cette histoire de batterie au plomb, là, en fait, il y a une exigence qui est ce qu'on appelle le cold cracking, qui est le démarrage à froid des véhicules dans le haut de l'Alaska, et qui est hyper important, pas pour nous, mais pour celui qui fait la voiture, oui, parce qu'il le vend aussi là-bas, et il ne va pas changer la batterie en fonction de l'endroit où il la vend. Et donc, vous voyez que c'est des batteries qui font 38 ampères-heure, et donc on arrive à décharger pratiquement 90% de la capacité avec ces cellules, qui est assez remarquable. Et vous voyez d'ailleurs que la décharge à 5C, donc à plus haute densité d'énergie, va plus loin que celle à 1C, parce qu'en fait, on a un phénomène d'échauffement interne de la cellule qui fait que ça, finalement, plus on va décharger vite, plus ça va chauffer à l'intérieur, donc mieux ça va diffuser. Donc, ce qui explique pourquoi la courbe rouge, même si elle commence par descendre plus bas, en fait, elle va plus loin sur la droite. Donc ça, ici, c'est ce que donnent ces cellules. Hein. Donc c'est 110 Wh par kilo, des résistances qui sont très très faibles, qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on avait imaginé même. Un nombre de cycles qui dépasse aussi ce qu'on avait dit. Donc l'objectif qu'on s'était fixé est même finalement dépassé, et ce qui permet de voir l'avenir de manière un peu plus rose, en particulier grâce à cette entreprise qui s'appelle Endeavour. Donc, cette entreprise, elle développe des systèmes de secours pour les data centers. Donc, il ne faut pas que, quand vous fassiez un calcul, en fait, il y ait une interruption de l'électricité, d'accord ? Et non seulement elle a mis de l'argent dans le capital de l'entreprise, mais c'est surtout on a contractualisé avec elle toute la production de la première ligne pilote. Oui, je vais finir vite. Toute la production de la première ligne pilote qu'on va fabriquer à Amiens. Donc ça, c'est aussi hyper important. Alors, je vais vite. On va faire pas que des cellules, on va faire des packs aussi. Et l'idée de ce système, hein, donc en fait, un data center, il y a des pics de courant. Donc en fait, quand on va se connecter, finalement, on va installer la puissance nécessaire pour absorber les pics. Et puis l'idée, c'est d'avoir une batterie très très forte puissance pour absorber les pics. Ce sont les pics qu'on utilise pour faire l'intelligence artificielle, voilà, ces gros calculs que vous utilisez tous les jours. Et donc c'est ça dont a besoin le client pour finalement lisser la courbe et pour finalement diminuer la grosseur du câble du data center. Hop, je passe ça. On imagine aussi adresser les marchés de l'hybridation qui étaient en stand-by pendant très longtemps, mais qui reviennent assez rapidement. Et puis voilà la roadmap industrielle. Donc en fait, aujourd'hui, on est en subcontracting, on sous-traite. On va faire une transition vers notre propre usine. Si on a d'autres clients, parce qu'en fait on a déjà tout vendu, on sera obligé de continuer à sous-traiter en attendant qu'on augmente la capacité de l'île pilote pour arriver, on espère, à 2030 à faire 5 GWh de batterie. Qui sera située, cette première ligne pilote, à Amiens, enfin à Boves. Donc voilà, on a déjà l'endroit, on est en train de travailler sur le bâtiment. Alors on travaille aussi sur la génération 2, l'objectif c'est d'être compétitif par rapport au LFP. Donc là, pour le coup, le challenge est difficile parce que la densité d'énergie, elle est de 180 Wh par kilo et le coût est faible et il y a énormément de cyclage. Donc là, il y a énormément de travail à faire, mais on a une équipe R&D qui travaille beaucoup là-dessus. Et donc voilà, on est à fond sur ce sujet, mais je ne peux pas trop dévoiler la chimie qu'on fait à l'intérieur. Et puis voilà, je vous remercie de votre attention, ainsi que tous les partenaires et financiers et chimistes qui nous accompagnent. Bien sûr, Jean-Marie qui est aussi souvent pas loin derrière. Et je vous remercie de votre attention. Ça, c'est une photo de... Merci. Ça, c'est une photo en Chine où on est devant 2,5 km d'électrodes positives qui ont été produites il y a à peu près 15 jours.
C'est toujours incroyable de voir ça.